Alors bonjour à toutes et à tous pour cette conférence ingénieur du salon de l'étudiant. Donc je me présente, je suis Nicolas Philibert, le directeur de l'ESME Sudria du campus de Lyon. Donc je vous propose cette conférence, je vous propose de rester une trentaine de minutes ensemble. Voilà. Vous pouvez donc sans problème poser des questions. Vous avez accès à un chat qui va vous permettre de poser des questions et mes équipes y répondront avec plaisir. Je prendrai moi-même quelques questions à la fin pour essayer d'y répondre de vive voix. Donc voilà un peu pour le fonctionnement de ces 30 minutes d'échange qu'on vous propose aujourd'hui. Et pour commencer, donc, je vais vous proposer finalement de prendre un peu de recul par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui en termes d'orientation. On est conscient dans l'enseignement supérieur que ce n'est pas évident finalement quand on est encore au lycée de se projeter vers des études dans le supérieur. C'est d'autant plus difficile qu'on connaît mal les métiers. Donc voilà, ne connaissant pas bien les métiers, et rassurez-vous, c'est normal, hein, vous êtes beaucoup dans ce cas-là, c'est un peu difficile de trouver la bonne formation, de s'y retrouver dans la grande diversité des formations qui vont s'offrir à vous, hein. Et je pense que vous devez un peu avoir la sensation d'être perdu aujourd'hui dans ce grand salon. On va essayer de vous aider à vous y retrouver un petit peu. Et on va vous aider en vous parlant de ce qu'on connaît, c'est-à-dire le métier d'ingénieur. Euh, donc, volontairement, hein, on a proposé ce titre-là à cette conférence. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous faites partie de cette génération, et c'est d'ailleurs quelque chose de très très positif, hein, et c'est ce qui fait notre engagement aussi à nous, professionnels de l'enseignement supérieur. Vous êtes une génération qui est justement très engagée sur des enjeux environnementaux, sociétaux, et on sait que, voilà, c'est un peu tarte à la crème, mais on sait que beaucoup d'entre vous veulent chercher du sens dans leur travail, et en fait, c'est pas du tout tarte à la crème. Ça aurait dû être le cas depuis longtemps, mais votre génération ne fait plus de compromis. Et ça, c'est une très bonne chose. Et donc, je vais essayer aujourd'hui, humblement, hein, de vous montrer comment ce métier d'ingénieur, il pourrait vous permettre d'aller chercher ce sens-là, d'aller chercher cet engagement qui vous tient à cœur dans votre travail de tous les jours. Donc, on va commencer par le commencement. C'est quoi un ingénieur? Alors c'est pas évident, hein, et on sait que voilà qu'il y a des images très différentes dans vos esprits sur ce qu'est le métier d'ingénieur, et il est très difficile de donner une définition absolue. On vous propose ça, hein, vous inquiétez pas, vous n'allez pas lire toutes ces définitions, mais étymologiquement, hein, c'est celui qui construisait ou inventait les machines de guerre. On a bien l'image de Léonard de Vinci, hein, en tête. Finalement, c'est ce qu'il a fait, hein. Il a beaucoup travaillé sur des machines de guerre, entre guillemets. Mais on voit que, voilà, finalement, aujourd'hui, on est loin de ça. Fort heureusement, l'ingénieur ne fait pas que construire des machines de guerre. Aujourd'hui, on voit qu'on est sur des notions d'application industrielle ou commerciale. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas que de la technique ou de la science, qu'il y a aussi une partie commerciale, mais que ce sont des applications industrielles ou commerciales de matières scientifiques, hein, la physique, la mécanique, la chimie. Et ça, donc, c'est peut-être déjà un premier élément pour vous aider à comprendre ce qu'est le métier. On voit déjà qu'on a un positionnement qui va impliquer des sciences, qui va impliquer de la technique, mais pas que. Et ça, c'est important parce que, pour le coup, et on a encore pas mal d'étudiants quand ils arrivent chez nous qui pensent que vraiment l'ingénieur, c'est celui qui ne fait que de la science. Non, ça fait partie, c'est l'un des piliers de sa formation, c'est l'un des piliers de sa culture, mais c'est quelqu'un qui va mobiliser la science sur des projets pour aller au-delà. Donc ça, c'est des définitions qu'on peut trouver, hein, sur le net un peu grand public. Moi, je vais vous donner ma définition, une définition un peu plus personnelle, qui est le fruit de mes expériences en tant qu'ingénieur. Moi, j'aime bien dire que l'ingénieur, finalement, dans une organisation, c'est celui qui va donner vie à une idée.
Pourquoi? Alors, sur l'image de gauche, vous voyez tout un tas de personnes s'affairer dans une organisation. Finalement, je pense que si vous voulez comprendre ce qu'est le métier d'ingénieur, la première chose à comprendre, c'est que l'ingénieur, c'est pas du tout un loup solitaire. L'ingénieur, c'est quelqu'un qui va être à l'interface de tous les métiers dans l'organisation. Bien souvent, l'ingénieur, c'est celui qui, pour donc transformer une idée en une réalité, va devoir interagir avec des gens qui vont être sur des questions d'innovation, de R&D, avec le marketing, avec la communication, avec l'outil de production. Donc, pour moi, si vous voulez devenir ingénieur, il faut déjà que vous ayez cette appétence pour vraiment l'interaction avec des univers différents. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la beauté de ce métier-là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas cantonné que dans un univers, hein, vous allez devoir un peu apprendre à comprendre tous ces univers-là pour travailler, et puis que vous aimiez travailler en équipe. Encore une fois, l'ingénieur, seul dans l'organisation, il ne fait rien. La deuxième dimension, pour donner vie à une idée, il faut faire des choix. Et ça, c'est la deuxième image. Hein, vous voyez, vous avez deux routes complètement différentes qui s'offrent devant la personne qu'on voit, l'ingénieur qu'on voit. Quand on donne vie à une idée, on va faire des choix, et on va faire des choix structurants. Pour illustrer ce propos, j'ai pour habitude de donner l'exemple d'un ingénieur qui travaillerait dans une grande compagnie de fabrication de voitures. Hein. Je ne vais pas citer de marque, mais vous les avez bien en tête. On va lui demander de travailler sur un projet, sur une nouvelle solution, un nouveau produit de mobilité urbaine. Et ben, le même ingénieur va pouvoir proposer un SUV bardé de capteurs, de technologies, etc., qui va carburer au diesel, où il va pouvoir proposer sur la même thématique une voiture de 200 kg à 2 passagers, électrique, autonome, en partage. Vous voyez, donc sur la même thématique, sur la même problématique à régler de la mobilité urbaine, on va pouvoir aboutir à des solutions complètement différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ingénieur, en fait, il a un grand pouvoir dans l'organisation, parce que c'est vraiment lui qui va faire ses choix. Donc, de par sa position très à l'interface et cette capacité à faire un certain nombre d'arbitrages, vous avez vraiment une position qui est complètement unique dans les organisations et qui, pour moi, est très, très intéressante si justement vous voulez vous engager dans votre travail. Donc maintenant, je parlais de l'ingénieur pour construire un monde meilleur. Pourquoi l'ingénieur peut construire un monde meilleur? Comment est-ce qu'on peut changer le monde? Souvent, quand vous avez ça en vous, hein, quand vous avez cette quête de sens en vous, il y a un certain nombre de métiers dans la culture collective auxquels on pense. Hein. On va penser à des gens qui travaillent dans l'humanitaire, à des gens qui travaillent dans la recherche, hein, et on le voit aujourd'hui avec le Covid, il y a des très gros enjeux là-dessus. On va penser à des start-upers, on va penser au monde médical. Et c'est très clair, tous ces gens, pour moi, contribuent à construire un monde meilleur. Hein. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais ça, c'est un petit peu la première image qu'on a. Et finalement, on oublie une chose. On oublie le fait qu'il y a aussi des professionnels, et notamment des ingénieurs, qui vont travailler sur, finalement, des sujets très importants. Quand on regarde un ingénieur, et notamment, par exemple, dans notre école, hein, à l'ESME Sudria, on forme des ingénieurs généralistes qui, au final, vont travailler dans des domaines très, très vastes et vont travailler, en fait, sur toutes les dimensions de l'activité humaine. On va retrouver des gens, hein, vous le voyez dans les photos que je vous présente, qui vont travailler sur des questions alimentaires. Comment est-ce qu'on produit de la nourriture différemment? Comment est-ce qu'on la transforme différemment? Et il y a des très gros enjeux hein, là derrière. Il y a des enjeux de qualité des sols, il y a des enjeux de nutrition et de santé humaine. On va retrouver des ingénieurs qui travaillent sur les questions d'énergie. Comment est-ce qu'on produit de l'énergie différemment? Comment est-ce qu'on pense un mix énergétique, énergie renouvelable, nucléaire, pardon. Comment est-ce qu'on la stocke, cette énergie? Comment est-ce qu'on la distribue? Comment est-ce qu'on la répartit? Là aussi, vous êtes sur des enjeux complètement fondamentaux.
Les choses bougent très vite aussi sur la question de l'habitat, hein. Comment est-ce que demain, on pense des habitats dits intelligents, qui vont maximiser la qualité de vie, qui vont minimiser leur empreinte écologique en termes de consommation énergétique, en eau, etc. Et pour finir, la mobilité. Alors donc là, je vous donnais cet exemple-là tout à l'heure, hein, mais quand je parlais d'une solution, justement, d'une voiture, au contraire de ce qu'on a pu faire pendant des années, hein, une voiture la plus frugale possible, donc la moins lourde possible, qui se base sur une énergie électrique, qui est en partage, voire en véhicule autonome, on aboutit à ce genre de concept car. Donc, ce que je veux partager avec vous dans ces images, c'est que finalement, l'ingénieur, c'est comme ça qu'il contribue à penser un monde meilleur. C'est parce qu'il va travailler sur toutes les dimensions de l'activité humaine. Et dans ses choix, hein, ça reboucle avec ce qu'on disait en début de présentation, il va vraiment directement penser des solutions qui vont avoir des impacts complètement différents et sur la vie de tous les jours, hein. Et finalement, on en est bien là, on en reparlera un petit peu plus tard. Si on veut vraiment traiter, adresser les grands enjeux, et notamment écologiques d'aujourd'hui, en fait, il faut en priorité travailler sur toutes les dimensions de l'activité humaine, dont je viens de vous partager quelques exemples. Donc ces enjeux, justement, hein, je pense que vous avez tous ça en tête, mais finalement, quand on dit donner du sens, c'est un petit peu un écho à tous ces enjeux dont on entend de plus en plus parler, et c'est une très bonne chose. On parle beaucoup, hein, des enjeux climatiques, et c'est très clairement probablement un des enjeux auxquels il faut répondre le plus rapidement possible, parce qu'on a quand même une dégradation de la situation qui est très immédiate, mais malheureusement, c'est pas le seul enjeu, hein. On a des enjeux sur les ressources naturelles, sur la biodiversité, voilà, sur tout un panel un périmètre malheureusement très très large, hein. Et encore une fois, tout ça est directement lié aux activités humaines. Donc en fait, derrière ces grands enjeux dont on parle souvent dans les médias, il y a l'enjeu de comment est-ce qu'on pense les activités humaines demain, comment est-ce qu'on pense les activités humaines différemment. Et vous l'aurez compris, dans ce cadre-là, les ingénieurs vont avoir une part énorme à jouer, parce que c'est eux qui vont, un, penser des solutions différentes, et deux, les mettre en œuvre dans les organisations. Et j'ai pour habitude de prendre des images, hein, dans l'école. Pour moi, il y a un petit peu deux voies, hein. On va prendre des références classiques, mais vous avez un petit peu le côté obscur et le côté lumineux de la force. D'un côté, c'est vrai, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi avancé collectivement sur des questions de science et de technologie. On est capable de faire des choses complètement extraordinaires parce que tout simplement l'humanité n'est jamais allée aussi loin, hein, sur la compréhension des choses, sur ses capacités technologiques. Et on pourrait être tenté de mobiliser ça pour, par exemple, aller sur Mars, hein. Voilà, exemple complètement à ne pas rapprocher de quelconque personnage qui pourrait exister dans la réalité et que je partage sur ce slide. Mais derrière cette question-là, il y a des vraies questions fondamentales par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant à se poser. Est-ce que finalement, mobiliser toute cette science, toute cette technologie, tous ces moyens, toutes ces énergies pour aller sur Mars, est-ce que vis-à-vis de tous les enjeux qu'on a vus ensemble, est-ce que ça fait sens aujourd'hui? Et ça, malheureusement, c'est ce que j'appellerais un peu le côté obscur du monde de l'ingénieur aujourd'hui. À l'école, à l'ESME Sudria, on préfère parler d'innovation responsable. Et on préfère dire que l'ingénieur, c'est justement ça va être le sachant, hein, de la chose technique, scientifique, etc. On a un peu expliqué ce que c'était, mais c'est surtout celui qui va être capable de mobiliser ce qu'il y a de meilleur dans la science et la technologie. Donc pour penser ces nouveaux produits, ces nouveaux services de façon responsable. Donc en gros, pour penser, encore une fois, hein, des activités humaines qui vont avoir un sac à dos écologique beaucoup plus léger. Et donc
chez nous, on parle clairement pas d'aller sur Mars, hein. On parle d'économie circulaire, de ressources, de recyclabilité, de réparabilité, de lutte contre l'obsolescence programmée, de sobriété énergétique, de gestion des déchets, de gestion de la pollution. Donc vous l'aurez compris, on place l'ingénieur comme le sachant qui va travailler sur les activités humaines et qui va pouvoir le faire de façon responsable en intégrant toutes ces dimensions qu'on partage avec vous là aujourd'hui. C'est peut-être pas la bonne façon de faire, en tout cas c'est notre vision des choses à l'ESME, et on pense que c'est non seulement ce que vous attendez en tant que futur étudiant, mais on pense que c'est aussi, et on le voit dans les entreprises, hein, ça pivote doucement, mais on voit que c'est probablement dans cette direction-là que les entreprises vont avoir des grands besoins demain. Donc, maintenant qu'on a parlé de ce métier, maintenant qu'on a donné du sens à ce métier, je l'espère, quel chemin pour arriver à ce métier-là? Pour le coup, ça c'est quelque chose qui est très important, selon moi, à partager avec vous. Parce qu'une fois qu'on a l'objectif, il faut aussi trouver le chemin qui nous correspond bien. Et je vous en parle de façon d'autant plus naturelle qu'on sait que ces chemins sont différents et en fait correspondent à des façons d'apprendre très différentes. Globalement, pour arriver au métier d'ingénieur, vous avez, je dirais, 4 grandes familles de chemins pour y arriver. Ce qui va distinguer ces familles, c'est la façon dont vous allez apprendre ce métier. Et quand je parle de façon d'apprendre ce métier, ce qui va distinguer les familles, c'est la proportion d'abstraction et de mise en pratique. Vous avez, je dirais, d'un côté du curseur, vous avez les CPGE, donc ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Hein, vous avez dû probablement voir ça sur le salon, qui vont proposer une approche qui va rester justement assez abstraite, assez théorique, dans un cadre assez scolaire, hein, puisque pour la plupart du temps, vous resterez en lycée. Alors attention, hein, je ne fais pas de comparaison de valeur du tout entre ces chemins-là. J'essaye d'en ressortir ce qui les caractérise le plus pour que vous-même, en connaissance de cause, en sachant ce qui est bon pour vous, vous puissiez choisir le bon chemin. Donc, d'un côté, vous avez les CPGE qui sont sur ce modèle-là. De l'autre, je dirais, vous avez des choses qui sont plus proches de l'application. Donc, vous avez les BTS, vous avez les IUT, vous avez de plus en plus les bachelors qui arrivent, qui vont proposer une approche plus appliquée de ce métier, d'accord? Donc vous allez beaucoup plus manipuler les choses et vous allez plus avoir de la théorie qui va venir en appui de ces applications que vous êtes en train de penser, avec là aussi une petite gradation, hein, BTS, on est vraiment dans l'appliqué, IUT, on va avoir une dose de théorie un peu plus importante, Bachelor, une dose encore un peu plus importante. Voilà, sachant qu'après sur la forme, vous l'aurez compris, c'est aussi différent, puisque CPGE, vous êtes aussi sur une idée de concours à T plus 2 ans, après le bac. Donc il faut aussi aimer hein, cette approche un peu en compétition des études. Et pour les BTS, les UT et les bachelors, vous êtes aussi sur une formation, je dirais, étape par étape. C'est-à-dire que vous êtes soit sur un bac plus 2 ou un bac plus 3. Ça peut rassurer certains aussi, hein, qui vont vouloir dire, moi, je ne me sens pas d'aller dans des études tout de suite de 5 ans, et je préfère y aller étape par étape, sachant que, là aussi, moi, je suis assez clair avec les gens qu'on rencontre sur des salons, c'est que si vous pouvez raccrocher un cycle ingénieur, cependant, il faudra être le meilleur de votre BTS, de votre IUT ou de votre bachelor. Et donc, le dernier chemin dont je n'ai pas parlé, c'est celui de la classe préparatoire intégrée, donc je le garde pour la fin parce que c'est le chemin qu'on propose. Alors, pour le coup, on propose aussi d'autres chemins. On propose les BTS, les bachelors à l'école, mais c'est notamment ce qu'on propose sur le campus de Lyon, hein, le chemin donc avec classe préparatoire intégrée. Donc, je dirais que ça, c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que vous allez avoir un socle théorique important, mais vous êtes déjà en fait recruté hein, pour passer 5 ans chez nous, et donc y compris la partie préparatoire des études,
vous allez être déjà beaucoup plus projeté vers des métiers, voilà, on va déployer beaucoup de choses à l'école déjà pour vous emmener vers ces métiers. Donc vous n'êtes pas non plus que sur des choses, que sur des sciences fondamentales, que sur de la théorie. On va déjà vous projeter le plus possible sur des métiers, grâce à des projets que vous allez faire à l'école, grâce à des stages qui commencent dès le début de la formation, grâce à un accompagnement sur le projet professionnel. Donc je dirais que ça, c'est un peu un intermédiaire. Et c'est ce qu'on propose donc notamment sur le campus lyonnais de l'ESME Sudria. Donc pour vous parler justement un peu de notre école, hein, donc nous faisons partie de la conférence des grandes écoles. Là, bien sûr, l'école est accréditée CTI. Hein, je pense que vous l'aurez compris, c'est la marque de qualité dans l'enseignement supérieur. Donc très important à vérifier que l'école est bien accréditée. Donc on propose une école généraliste hein, qui propose un très grand panel de majeurs, donc sur un périmètre assez large. On va parler d'énergie renouvelable, on va parler de mécatronique, on va parler de biotechnologie. Vous pourrez vous rapprocher de nos équipes hein, qui vous donneront le détail de ces 16 majeurs, mais on a un périmètre très très large de perspectives professionnelles. Une école qui est vraiment ouverte sur l'international. Hein. On a de nombreux partenaires, donc une soixantaine à l'international, avec 100% de nos étudiants qui partent au moins un semestre à l'international et la possibilité d'aller plus loin, d'ailleurs, en faisant des doubles diplômes. Ça aussi, c'est important puisqu'en fait, c'est pour nous essentiel hein, et on sait que la plupart des ingénieurs auront à penser leur carrière sur un volet international. Vous avez une école qui est très bien positionnée sur toute la France, hein, puisque vous avez 5 campus. Donc, 4 campus pour ce qu'on appelle la première partie de la formation, hein, qui regroupe les 2 années de cycle préparatoire et la première année de cycle ingénieur. Donc, ces 3 ans-là vont être faits à Paris-Montparnasse, Lyon, Bordeaux et Lille. Tous les ingénieurs après vont partir en semestre international, donc de tous les campus en France, et tous nos ingénieurs après se retrouvent à Ivry, hein, qui est un petit peu le centre de gravité de l'école, et vont finir leur scolarité justement en allant sur ces majors-là. Autre fait caractéristique de l'école, les diplômés, hein, c'est une école qui va fêter son centenaire, qui est une école très ancienne. Ça, c'est important. Alors, ce qui est important, c'est pas que l'école soit ancienne. Ce qui est important, c'est que l'école forme des ingénieurs depuis de nombreuses années, ce qui aboutit à un réseau d'anciens qui est très, très large. Hein. Vous voyez, 15 000 diplômés. Et ça, on a tendance un peu à l'oublier, mais c'est aussi ce qui fait la valeur de l'école, puisque ces diplômés-là, ils sont dans des entreprises et ça va être des points d'entrée dans le monde professionnel qui vont vraiment favoriser ça. Et un périmètre d'étudiants et d'apprentis, hein, vous l'avez vu, chaque année formé très important. Voilà. Chose qu'on voit peut-être pas dans le slide, mais que j'ai un peu évoqué tout à l'heure, on a aussi vraiment cet accompagnement vers le projet professionnel. Et on a vraiment une formation qui est en entonnoir. Hein. Ça, je pense que c'est ce qui différencie d'une approche peut-être un peu plus théorique en classe préparatoire. On sait que malgré ce que je partage avec vous aujourd'hui, je suis très conscient que ça va rester un peu abstrait pour vous. Et ça, je pense que c'est un des points forts de l'école. On va vous aider finalement à mieux vous trouver vous-même dans votre formation. On va vous accompagner à comprendre comment vous voulez l'interpréter, ce métier-là d'ingénieur, puisqu'on peut l'interpréter de beaucoup de façons différentes. Et donc, ça va se passer à la fois dans le cadre scolaire, où on va vous proposer des parcours que vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir en changer. Petit à petit, on va vous amener vers des domaines d'expertise, mais on va aussi travailler avec vous. Hein, typiquement, c'est quelque chose qu'on fait en ce moment même à l'école, hein, sur la construction de votre projet professionnel, sur un peu cette approche, voilà, on va vous aider à faire ce pas de recul que je vous propose aujourd'hui hein, pour comprendre qui vous êtes, comment vous voulez exercer ce métier, dans quelle industrie, sur quel type de mission, etc. Donc là aussi, nos équipes à mission pourront répondre à votre question avec plaisir.
Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Je vais essayer de prendre un certain nombre de questions qu'on a pu trouver sur le chat. Donc, oui, je veux partir à l'étranger pendant les études. Est-ce possible? Donc, comme je vous l'indiquais, tous les étudiants vont partir au minimum un semestre à l'étranger. Ce semestre, il se déroule en début de 4e année. Donc en fait, il est, au niveau de la transition entre des études que vous allez pouvoir faire par exemple sur le campus de Lyon et votre passage sur Ivry. Donc vous l'avez vu, hein, il y a un périmètre très large de destination, c'est vraiment très intéressant. Destination, bien entendu, à choisir en fonction de l'offre de formation de ces destinations, de votre projet professionnel, éventuellement, puisque vous avez déjà peut-être pour objectif de travailler sur telle ou telle destination. Donc ça, c'est le minimum. Et ça fait d'ailleurs partie des prérequis en France, c'est-à-dire que pour devenir ingénieur en France, il faut au minimum faire ça. Vous pouvez aller plus loin après, donc vous pouvez aller plus loin soit dans vos stages, soit dans des doubles diplômes qui vous seront proposés en fin de cursus, ou là, sur un certain nombre de destinations aussi, vous allez pouvoir aller chercher ce double diplôme. Donc, partir sur un temps plus long, hein. Généralement, on est sur des mobilités qui durent 1 an et demi à 2 ans, donc en fin de cycle. Et vous allez pouvoir obtenir un diplôme de l'université partenaire et votre diplôme ESME. Et c'est d'ailleurs ce qu'on encourage vivement, hein, puisque les étudiants qui ont un vrai projet professionnel sur une zone très bien identifiée déjà, hein, c'est le cas, hein, on a pas mal d'étudiants comme ça, il est évident qu'aller chercher un diplôme du pays en question, ça va vraiment favoriser votre employabilité dans ce pays-là. Est-ce qu'il y a des projets techniques? Donc oui, il y a des projets techniques et c'est d'ailleurs un peu la spécificité que je mettais en avant tout à l'heure quand je parlais de ce positionnement, hein, entre les CPGE et les IUT. On a des projets techniques à l'école, notamment, alors je vais vous parler un peu plus des parcours, hein. Mais donc, on a plusieurs parcours à l'école. Vous avez le parcours international, management, énergie, environnement, design, biotech et santé, et je dois en oublier un, pardon, mais je vais passer vite. Donc, vous voyez, il y a 6 parcours comme ça. L'idée, c'est que sur les 2 premières années, donc à partir du 2e semestre de la première année, tous les 6 mois, vous allez pouvoir changer de parcours. Et ça, c'est intéressant parce que justement, vous allez pouvoir comme ça un peu mieux vous connaître. Donc, vous allez naviguer dans ces parcours. Vous allez pouvoir commencer par management, aller en design et finir en biotech. Ça va vous aider à mieux vous connaître. Et en début de 3e année, vous allez fixer ce parcours-là qui va après, en fin de cursus, hein, dans les années 4-5, vous amener vers un certain nombre de majeures différentes. Dans ces parcours, c'est typiquement l'endroit où on va vraiment essayer d'apporter des projets les plus techniques possibles. Donc, vous allez, bien souvent, vous allez travailler dans notre Fab Lab. On a un Fab Lab à l'école. Et on va vraiment être sur l'idée de faire les choses. Voilà. Et notamment en design, hein, vous allez travailler sur les questions d'expérience utilisateur, d'interface utilisateur. Vous allez vous mettre à la place de vos futurs usagers. Vous allez faire des choses, vous allez manipuler, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez recommencer. Ça fait complètement partie de la formation et on sait aussi que c'est ce qui donne vraiment le sens au métier. Donc on va retrouver ce genre de choses, hein, dans le métier très très clairement et dans la formation à ce niveau-là. Voilà, donc après, je prends une toute petite question pour finir, hein. Y a-t-il beaucoup de filles à l'école? Jamais assez. Malheureusement, beaucoup de jeunes femmes au lycée pensent que le métier d'ingénieur est réservé aux hommes. C'est une grande erreur. Donc, je le dis à toutes les filles qui nous écoutent aujourd'hui, les filles réussissent très bien dans ce métier, voire mieux que les garçons. Donc, n'hésitez pas un instant. Aujourd'hui, on a environ 20% de filles à l'école. Ce pourcentage est en nette augmentation toutes les années. On s'en réjouit, hein. Mais vraiment, n'hésitez pas une seconde. Les filles qu'on a dans notre école réussissent très bien, sont très engagées.
et souvent font même preuve d'une maturité supérieure à celle des garçons. Après, on ne fait pas de généralité, les garçons réussissent bien aussi, mais en tout cas, les filles, vous avez tout à fait notre place chez nous, et on a même, pour l'anecdote, une association d'élèves à l'école qui fait justement la promotion du métier d'ingénieur parmi les jeunes femmes au lycée. Voilà, et on est très fiers de ça. Voilà, donc nos 30 minutes se sont écoulées. J'espère que ça aura pu vous aider un petit peu. J'espère que vous pourrez y voir un peu plus clair dans votre expérience de salon sur ces 3 jours. N'hésitez pas à vous rapprocher de nos équipes admission qui pourront vous donner plus de détails, répondre à toutes vos questions sans problème. Merci à tous et puis bon courage pour la suite sur ce salon. À bientôt.